Je me réjouis de me retrouver avec vous une fois de plus pour essayer de faire avancer les choses. Je voudrais remercier nos amis de France pour leur présence, leur participation active, leur appui, en sachant que nous sommes dans une communauté de partage et que les liens entre la France et le Congo sont des liens immémoriaux. Brazzaville ayant été à un moment donné capitale de la France libre selon Charles de Gaulle. Monsieur Babunga et les collègues, je voudrais d'emblée vous dire, vous demander de ne pas abandonner, never give up. Chez nous, dans la tradition, on dit, chez l'égoïste, toutefois, tout le temps, tu repartiras jusqu'à ce que les choses se font. Alors, permettez-moi aussi de me faire une idée de ceux qui sont là. Je voudrais savoir ceux qui représentent les districts sanitaires, s'ils sont là qui lèvent la main. Districts sanitaires. Oui. Maintenant, les comités de santé. Voilà, vous êtes les plus nombreux et je me réjouis. Je reconnais quelques-uns. Donc, je voulais vous parler du comité des usagers dans le système de santé. D'emblée, je vous dis que c'était une initiative personnelle. Fort de mon expérience ailleurs, notamment en France, j'ai tenu à ce que, lorsque nous rédigeons, après les assises nationales de la santé à Evo, j'ai été chargé de réactualiser le cadre juridique du ministère de la Santé. Et chaque fois que cela a été possible, j'ai intégré le comité des usagers qui n'existait pas auparavant dans nos textes. Et donc, c'est avec plaisir que je veux en parler. Pourquoi ? Parce que moi, je milite depuis quelque temps pour changer de paradigme. Nous avons pris des modèles venus d'ailleurs et nous évoluons vers ces modèles sans pour autant que nous puissions les appliquer convenablement. Et nous ne nous en sortons pas. Peut-être qu'il faut changer de paradigme, savoir réfléchir. Nous qui sommes concernés, trouver les concepts, les méthodes pour que la santé se développe chez nous, réellement. Moi, je me rappelle que dans la tradition, le chef de famille qui est réputé ou le sorcier qui est réputé, c'est celui qui fait de telle sorte que dans sa famille, les gens ne tombent pas malades. C'était un pouvoir protecteur avant la maladie. Et dans l'imaginaire chinois, le médecin chinois réputé, c'est celui qui avait le moins de malades dans sa communauté, dans son village. C'est pareil pour nous. Un féticheur était réputé si il empêchait aux gens de tomber malades et de mourir. Alors que nous avons vu malheureusement une appropriation occidentale où, pendant longtemps, on a cru que le médecin le plus réputé, c'est celui qui a le plus de malades. Et nous occupons de la maladie, alors que nous devons nous occuper de la santé. C'est le ministère de la Santé. Or, nous comportons comme c'est le ministère de la maladie. Et c'est trop tard. Nous faisons d'ailleurs souvent le médecin après la mort. Cette plaque, je la diffuse assez souvent pour dire que maintenant la médecine est fondée sur les preuves. On sait comment la gérer, il y a des normes de pratique, il y a de la réglementation. Mais ce qui manque, c'est la notion de citoyenneté dans le domaine de la santé et de citoyenneté dans la gouvernance de la santé. Le comité des usagers est illustratif de l'effort qu'il faut faire pour que nous ayons un État-nation fort dans ses règles, fort dans ses pratiques, mais fort aussi dans sa gouvernabilité, c'est-à-dire que la capacité du peuple
à s'occuper de lui-même, à prendre en charge ses préoccupations, à trouver au sein de lui des gouvernants et à vérifier, contrôler que tout se passe dans le meilleur de ses intérêts, l'intérêt collectif. Ceci dit, nous connaissons nos problèmes. La mortalité maternelle, la mortalité des enfants, les comportements élevés, les comportements à risque très élevés chez les adolescents. Vous savez que le Congo bat le record en Afrique noire francophone d'un boom du sida, malheureusement. Nous avons encore des maladies transmissibles, le sida, la tuberculose, le paludisme, auxquels s'ajoutent des maladies qui sont encore plus prévalentes et plus mortelles, l'hypertension artérielle, le diabète, les AVC, en sachant qu'il y a même une résurgence de l'onchocercose, de la bilharziose. Nous avons de nouvelles maladies tropiques, de nouvelles maladies comme la dengue qui est arrivée, le chikungunya, et nous réagissons très peu à ces vulnérabilités. Donc, cela s'est traduit par des indicateurs qui sont connus, qui ne se discutent pas. Nous sommes, en tout cas au Congo, au ministère de la Santé, transparents. Nous ne cachons rien. Chaque année, nous publions l'état de santé des Congolais, la santé observée au Congo. Au-delà des rumeurs, des critiques, des polémiques, il y a des données factuelles qui montrent que chez nous, on meurt trop. Chez nous, les femmes meurent encore en accouchant. Chez nous, les enfants meurent à la naissance. Les enfants meurent avant l'âge de 5 ans. On connaît tout ça. Et qu'on a près d'un quart de nos enfants qui sont malnutris entre 6 mois et 2 ans, ce qui est dramatique. Mais nous savons aussi que tous les efforts que nous faisons dans la santé ne permettent pas d'atteindre les performances que nous souhaitons. Quand on voit que très peu de gens fréquentent nos centres de santé, passer devant les CSI ou le CSI de Mukondo, peut-être de 15 ans, Geneviève, l'après-midi, c'est vide. Ce sont des centres de santé qui ont été construits. Ça ressemble uniquement à des centres pour la mère, la femme enceinte et les enfants. Les hypertendus n'y vont pas, les diabétiques non plus, les médecins n'y consultent pas. Et donc, même la vaccination, on mobilise beaucoup d'argent, mais on n'arrive pas à protéger tous les enfants. Normalement, jusqu'à 2 ans, 100%, 90% des enfants doivent être vaccinés. Là, normalement, tous les accouchements doivent se faire avec un instrument de suivi qu'on appelle parthogramme. Mais on atteint à peine 56%. Et vous pouvez... Ça s'éteint tout seul. Il faut peut-être me changer de micro. Donc, ne soyez pas trop surpris du fait qu'on a des décès maternels. Et vous voyez bien qu'on ne décaisse pas beaucoup d'argent. Et en termes de ressources humaines, nous ne sommes pas on n'a pas beaucoup d'agents de santé. Et ceux qu'on a ne sont pas forcément des agents qualifiés. Donc, les défis sont connus. Mais le défi sur lequel le gouvernement insiste, le Premier ministre insiste, le président de la République, chaque année, il en parle, c'est la gouvernance. C'est le déficit de gouvernance en termes de pilotage, de coordination, de planification et de leadership. C'est connu. Alors, la gouvernance, qu'est-ce que c'est? On va prendre la définition de l'Union européenne. La gouvernance, l'expression gouvernance désigne les règles, les processus et les comportements qui influent sur l'exercice des pouvoirs, particulièrement du point de vue de l'ouverture, de la participation, de la responsabilité, de l'efficacité et de la cohérence. En fait, la gouvernance sous-entend
garantir la collaboration de tous dans une approche consultative ou participative, permettant d'utiliser pleinement le potentiel de tous les acteurs d'une organisation. Voyez-vous, le mot usager apparaît en premier, les bénéficiaires, les employés, les gestionnaires. Donc, quand on veut faire le diagnostic de la gouvernance, ça s'établit en termes de responsabilité. Sommes-nous responsables? Est-ce qu'on nous a donné la responsabilité? Est-ce que nous l'assumons? Est-ce que nous sommes engagés et impliqués? Sommes-nous efficaces? Pas vraiment. Sommes-nous cohérents? Pas forcément. On n'a pas les moyens de notre politique. Mais il y a deux mots-clés également. La participation et l'ouverture. Nous sommes là pour ça. Pour la responsabilité, pour la participation et l'ouverture. Et le comité des usagers est illustratif de ces dimensions de la gouvernance. Alors, l'organisation qui est chargée de contribuer à améliorer la santé, ça s'appelle système de santé. Et souvent, quand on dit système, bon, il faut rappeler quand même que c'est plusieurs structures qui interfèrent pour arriver à un même but, à un même objectif. C'est une population face à ces problèmes de santé, avec l'aide des structures sanitaires et aussi des secteurs qu'on appelle connexes. Ne croyez jamais que c'est l'hôpital qui va permettre d'être en bonne santé. Jamais. C'est l'agriculture, la pêche, l'assainissement, l'hygiène, les habitudes de vie. Ce qui se passe ici, en réalité. On a même fait des calculs. Les formations sanitaires avec leur personnel coûtent cher. 90% en termes de coûts pour réduire la mortalité, alors que ce n'est efficace qu'à 11% pour réduire la mortalité. Ce système, chez nous, on lui a donné des objectifs. Améliorer la couverture des soins et améliorer la performance des prestataires. Pour la couverture, il faut que ces centres soient disponibles, accessibles, abordables économiquement, et puis acceptables. Le CHU, il y a des gens qui n'acceptent pas. Hein. Chez le médecin, quand tu dis aller au CHU, les gens commencent à pleurer, ils refusent, malheureusement. Mais abordable aussi. Ils refusent parce que ça coûte cher aussi. Mais accessible. Imaginez-vous, vous êtes malade, vous avez une appendicite, une GU, vous habitez à Ngangalingolo. L'hôpital le plus proche, c'est Makelekele, Bakongo. Vous traversez tout un arrondissement. Si vous êtes à Kintele, c'est pareil. Il faut aller à Diri ou à Talangaï. Ce n'est pas évident. Mais on insiste aussi que même si il y a l'offre, il faut que les prestataires soient performants. Il faut qu'ils soient disponibles. La sage-femme est-elle là? Est-il suffisamment de sages-femmes, des médecins? Sont-ils dans les CSI? Bon, la compétence, elle s'obtient après la formation. Ça ne pose pas souvent de problème lorsque l'école a été bien gérée. La productivité, il faut qu'ils travaillent. Mais il y a un élément qu'on appelle la réactivité. La réactivité est au cœur même de la performance. Et vous verrez que c'est en lien avec le comité des usagers. Donc, quand nous prenons même les objectifs du système de santé intrinsèque, la notion de réactivité apparaît et elle est aussi en lien avec l'adéquation entre l'offre et la demande. Alors, c'est quoi la réactivité? C'est le respect de la personne. Est-ce que, dans notre système de santé, nous respectons la personne? Est-ce que nous l'accueillons, nous la prenons en charge avec dignité? Est-ce que nous garantissons sa confidentialité, son autonomie? Est-ce que la personne a le choix? Est-ce qu'on lui impose d'aller faire l'échographie quelque part? Est-ce qu'on lui accorde l'attention? Est-ce qu'on la prend en charge à temps, la promptitude? Est-ce qu'on la prend en charge dans un environnement
humaniser, est-ce qu'on met à sa disposition un réseau d'aide? Et la communication est une composante importante qui a été ajoutée. Alors, ce système de santé, chez nous, est organisé comme cela. Vous verrez la partie administrative à 3 niveaux. Le Congo s'est singularisé. Nous, on aime bien se singulariser. Nous sommes un peuple très intelligent. Alors pour ça, pour les initiatives, pour la conception, nous sommes champions. On n'a rien envié. Et d'ailleurs, on disait que Brazzaville, c'était le quartier latin de l'Afrique. Et ensuite venait le Bénin à l'époque, et puis Dakar. Je vous assure que nous, on a mis en place une innovation qu'on appelle le département sanitaire, qui a 3 structures. L'inspection départementale de la santé, la direction départementale des soins et services de santé, la direction départementale de la population, alors que pour tout le monde, on se focalise vers la santé de l'arrondissement du district sanitaire. Et chez nous aussi, on a échelonné les soins. Et on a mis en exergue les soins communautaires. Quand nous étions gosses, dans l'armoire, il y avait un étage élevé où nos parents mettaient la nivaquine. Ah là là, qu'est-ce qu'elle nous donne des mauvais souvenirs, tellement qu'elle était amère. Et puis en plus, elle nous donnait des démangeaisons. Il y avait aussi le Kinimax. Il y avait le mercurochrome, la permaganate. Il y avait le Ganidan. Donc ce sont des médicaments de première nécessité que les parents avaient dans leur pharmacie et mettaient à l'étage en haut pour que les enfants ne puissent pas y avoir accès. On proposait à l'époque des soins communautaires. On est revenu. Maintenant, au Congo, il faut faire la santé dans la communauté, prioritairement. En incluant l'assainissement, bien sûr, mais la moustiquaire imprégnée, mais maintenant même le paludisme, on vous fait le test de diagnostic dans le quartier, avec les relais communautaires, et on vous amène les médicaments qui sont normalement gratuits et disponibles, même si, malheureusement, par anti-valeur, les gens, quelquefois, ne donnent pas la gratuité. Et on a innové aussi avec l'hôpital général du département. Il y a 2 qui sont terminés, qui fonctionnent déjà, Diri pour Brazzaville et Ngoyo pour Pointe-Noire. Et à la fin de cette année, nous aurons Sibiti et Wesso. Parce qu'on souhaite que les soins tertiaires, l'IRM, le scanner, soient aussi accessibles aux autres Congolais. Pourquoi seulement vous voulez que ce soit accessible à Brazzaville et à Pointe-Noire? C'est ça, le but de ces hôpitaux généraux, rendre accessibles les soins tertiaires. Mais alors, je ne peux pas m'empêcher de dire que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on s'intéresse qu'au CSI, aux hôpitaux. Mais en réalité, l'offre de la santé chez nous est essentiellement privée. Les gens vont dans le privé. Les femmes vont aux soins prénatales dans le quartier. Et malheureusement, même, il y a des cases de naissance, des maisons de naissance où les femmes accouchent, avec quelquefois des dégâts. Donc, il y a des infirmiers un peu partout. Bon, il faut les aider à s'installer, qu'ils sont en règle, qu'ils appliquent les normes de pratique. Mais on n'est pas, en tant qu'inspecteur, nous, on ne ferme pas ces gens qui rendent de service. On les accompagne à être en règle et à appliquer les normes de pratique. Donc, il faut s'intéresser à eux, parce qu'ils sont les plus nombreux et ils rendent service. Vous n'imaginez pas le nombre de paludismes qui sont arrêtés là-bas. Parce que la nuit, quand on convulse, on va à l'infirmier du quartier, le CSI est fermé, il n'y a pas souvent de garde. Alors, voici l'échelonnement de soins chez nous. Donc, depuis la communauté, après, c'est les soins primaires dans les cabinets médicaux et paramédicaux, au centre de santé intégré. Les soins secondaires, tu as des références, tu as Makelekele, Talangai, Mfilou, Bakongo, Ntchétché, ou Gamboma, tu as de Kinkala. Et puis, on a mis un hôpital général départemental avant les hôpitaux généraux qui ont une envergure nationale, comme Adolphe Cissé ou 31 juillet de Wando, d'Oyo ou le CHU. Vous voyez ici les soins primaires et secondaires, là,
relève de ce qu'on appelle chez nous la santé de base, dans le district sanitaire. Bon, pour faire fonctionner ce système-là, dans la conception, on a prévu une gouvernance participative. Ce qui est étonnant au Congo, c'est que souvent, la loi, elle existe. Mais nous péchons par sa mise en œuvre, par le respect de la loi, par la vulgarité, la diffusion. Je vous assure qu'on peut être fier des gens qui conçoivent des choses, qui réfléchissent pour que ça marche. Il y a une loi qui définit le système de santé, qui décentralise la santé, qui dit que la santé de base là, des districts sanitaires, ça relève de l'autorité, de la compétence des conseils départementaux et municipaux. Donc c'est le maire et le président du conseil départemental d'un département et les conseillers élus qui sont responsables. C'est eux. Ce n'est plus le ministère de la Santé ou l'État déconcentré. Le préfet vérifie que tout se passe bien, mais même l'argent ne passe plus au niveau du budget départemental, l'argent passe au niveau des conseils départementaux de la santé, où il y a des conseillers qui savent quel est le budget de leur centre de santé intégré. Et il y a même une répartition, une circulaire chaque année qui dit CSI de Kinsundi, tant de millions, CSI de Enyele, tant de millions, Epena, tant de millions, Abokoma, tant de millions. C'est écrit. Maintenant, il faut que cet argent sorte. On a une loi, 92, également, et puis le décret dans lequel on a mis justement de manière explicite le comité de santé. Alors pourquoi on a fait cette gouvernance participative? C'est parce qu'on voulait être en accord avec la Constitution. L'article 8 dit que la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. Que l'État a l'obligation de la protéger, de la rester de la protéger. Et l'État garantit la santé publique. Et la loi qui décentralise la santé a été accompagnée par des décrets qui disent comment on gère toutes les structures de la santé. On a mis un conseil départemental, vous vous rendez compte, où les conseillers départementaux, eux, se retrouvent dans chaque département pour traiter de la santé. On a mis des organes aussi dans chaque district sanitaire, chaque arrondissement. Et on a prévu également la participation de la communauté, aussi bien à l'hôpital que dans les centres de santé intégrés. La preuve, le comité de santé, vous êtes là pour cela. Bon. Je rappelle, je passe rapidement. Chacun ici sait ce qu'est un district sanitaire. Pour le moment, on en a 52, mais ça va être redécoupé par rapport au nouveau découpage en département. Alors, la loi du PNDES de 92. Le Congo a expérimenté avec le GTZ à l'époque ce qu'on appelait le système de santé sanitaire. C'est un système qui a été... C'était une innovation d'un médecin de la RDC. Et on a appliqué ça, et l'OMS a pris ça également. Ce système a montré sa capacité à permettre de mobiliser toutes les ressources pour améliorer la santé. Et dans le PNDES, vous voyez, c'est dit, il faut développer la couverture sanitaire nationale pour fournir à la population des soins de santé primaires de qualité avec leur entière participation. Le mot est sacré. La loi dit déjà que vous ne pouvez pas agir dans la santé sans la participation de la population. Et cette participation communautaire, elle est garantie par ces décrets à différents niveaux. C'est écrit. Ces textes, vous pouvez les avoir. C'est écrit. Ainsi donc, quand vous êtes au CSI, vous avez le comité de santé qui est doté d'un pouvoir de cogestion. Hélas, vous ne l'utilisez pas assez. Rien ne peut entrer dans le CSI sans que vous soyez au courant. Rien.
Aucun médicament, aucun sou ne peut y rentrer ou sortir sans que vous sachiez. L'État dit, les CSI, c'est à vous. On vous donne des techniciens, l'équipe technique. Mais c'est vous, population. C'est écrit dans les textes. Et malheureusement, vous êtes souvent subordonnés, assujettis à l'équipe technique, alors que c'est eux qui sont à votre service. Mais il faut changer ça. C'est vous qui avez le pouvoir en réalité. À l'hôpital de référence, on a mis un comité de gestion où vous êtes représenté aussi. L'association des comités de santé y est. Audit sanitaire aussi, vous y êtes. Donc cette participation, les décrets que j'ai montrés tout à l'heure garantissent ça. Mais il n'y a pas que vous. Il y a aussi les relais communautaires, les comités de gestion, les ONG de la santé et ce qu'on a introduit en 2020, le comité des usagers. Bon, j'en profite quand même pour dire quelque chose qui me tient à cœur. Je suis désespéré de voir que les chefs de quartier ne servent qu'à donner des avis d'appréciation sur lesquels ils fixent des prix. Eux-mêmes, pour leur déplacement, il faut 10 000, 15 000. C'est écrit nulle part. Bon, il y aurait quelquefois des litiges, mais ils ne participent en rien à la santé. C'est eux, chefs de quartier, c'est le 4e niveau de pouvoir au Congo, dans l'exécutif. Il y a le président et son gouvernement, le préfet, ses directeurs départementaux, le sous-préfet et ses chefs de service, et le chef de quartier. Le chef de quartier pour mobiliser la police. Mais il faut qu'il ait assez de leadership pour qu'il puisse assainir le quartier, mobiliser les gens, se renseigner. Le chef de zone, le chef de bloc, est-ce que cet enfant a été vacciné, va à l'école? Cette jeune fille, est-ce qu'on la vaccine au papillomavirus? Est-ce qu'elle est au courant pour ne pas avoir le sida ou des grossesses précoces? Le paquet d'activités des chefs des autorités locales garde à être défini. Je pense que ça doit être votre prochain combat, votre prochaine action. Au Brésil, en Malaisie, au Rwanda, c'est ce qu'ils font. Et les allocations familiales ne sont données que pour les familles pour lesquelles on a la preuve que les enfants vont à l'école, travaillent bien, qu'ils sont vaccinés, que la maison est propre, hein, et balayée. Nous, quand on était gosses, nous les garçons, on était chargés de balayer la cour et la rue. À partir de la rue, chacun devait balayer sa devanture. Alors, on a mis en place le comité des usagers, pour lequel je vais vous donner le rôle, ce qui a été demandé. C'est un organe consultatif qu'on a mis en place dans les hôpitaux de référence, des sanitaires, mais on l'a aussi mis dans les hôpitaux généraux départementaux pour promouvoir la participation citoyenne et contribuer à l'amélioration de la qualité des soins. Ce comité joue un rôle essentiel dans la défense des droits des patients. Il permet de créer un dialogue permanent entre les usagers, les prestataires de soins et l'administration. Je vous assure que moi j'en attends beaucoup. Et je sais que ce serait très utile, ne fût-ce que pour rétablir la confiance entre la population et les systèmes de santé. Combien de fois on a entendu parler d'une sage-femme qui a fait preuve de violence physique ou verbale pour une jeune femme qui accouche? Combien de fois on a entendu des infirmiers, des médecins? Pas tous, heureusement, mais des épisodes de ce genre nous sont de temps en temps racontés. Et il y a une place importante pour ça. Le comité des usagers donc renforce la confiance entre l'hôpital et la population. Ça favorise aussi la transparence dans la gouvernance hospitalière parce que c'est un organe consultatif qui a le droit de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe à l'hôpital. Ils ont moins de pouvoir que le comité de santé, c'est vrai.
Le comité de santé, c'est un co-gestionnaire responsable. Mais le comité des usagers, c'est un organe consultatif, mais qui peut favoriser la transparence, la redevabilité. Donc c'est pour promouvoir la démocratie sanitaire, l'appropriation des services de santé par la communauté. Ça peut prévenir et gérer les conflits. Collecter les plaintes et les suggestions, les traiter, faire des propositions. Mais participer aussi aux audits de la qualité, à la gestion des risques et au marketing hospitalier. Nous avons été saisis dans une sous-préfecture, il y a un médecin, les populations nous ont dit, mais lui, quand il opère, ça suppure, il y en a qui meurent. Bon, c'était trop tard. Il y a déjà des gens, des femmes qui avaient été opérées. Donc, la population, c'est elle qui vit la santé. Donc, elle a des capacités par le comité des usagers de participer à l'amélioration de la santé. Alors que le comité des usagers, donc j'ai dit qu'on l'a mis à l'hôpital de référence et on l'a mis à l'hôpital général départemental. On ne l'a pas mis dans les hôpitaux généraux de dimension nationale. Hein. C'est peut-être une erreur. On n'y avait pas songé avant. Voici les organes consultatifs dans les hôpitaux généraux. Mais si on vient à l'hôpital de référence sanitaire, cet hôpital, normalement, c'est lorsque dans la communauté, dans les CSI, on n'a pas pu qu'on va à l'hôpital de référence. Il faut parler directement au CHU ou à l'hôpital militaire. Il faut commencer par Makele, Kele, Talangai, Filuba Congo, ou Mayangi, ou Leyono, pour Mungali et ONG. Il y a deux organes. Il y a un comité de gestion qui administre, qui a des attributions, et il y a une direction qui gère. Mais si vous voyez le comité de gestion de l'hôpital de référence, l'association des COSA, vous êtes représenté là-dedans. Vous êtes représenté? Est-ce que les COSA de chaque district sanitaire sont organisés en association? Est-ce que les associations de chaque département sont organisées en fédération? Avant, il n'y avait que Talangai et Makele Kele Madibou qui avaient des associations de COSA. Donc, il faut que vous le fassiez. Chaque COSA, vous retrouvez les présidents, les bureaux, et vous créez l'association des COSA pour être dans la gestion comme co-gestionnaire de l'hôpital de référence. Vous voyez, l'hôpital de référence est dans un district sanitaire. Et là, vous avez une double représentativité. Non pas seulement en tant qu'association des COSA, mais aussi le comité des usagers, on a mis là-dedans. Donc, vous êtes à l'hôpital de référence du district sanitaire, vous êtes à l'hôpital général départemental, mais vous êtes aussi au district sanitaire. Prenez place, votre place est là, elle est prévue. Et pourquoi vous devez être là? Parce que la gouvernance la meilleure, c'est la participative. Il ne faut plus laisser des directeurs qui sont comme des pachas. Ils décident, c'est mon hôpital, c'est moi qui gère, c'est moi qui ai été nommé. C'est fini. Dans les textes, nous, on a mis fin à ça. Dans les pratiques, vous laissez les directeurs faire ça. Vous pouvez le faire dégager, vous savez. Mais oui, au comité de gestion, le comité de direction. Tout ça, c'est écrit dans les textes. Une direction d'un hôpital de référence a plusieurs services. Quand on y arrive, les services ne sont pas tous pourvus, et souvent, on y met des gens qui ne remplissent pas, il n'y a pas d'adéquation post-profil. Je suis désolé, mais bon, soyons responsables. Hein? Je n'ai rien contre les secrétaires d'administration, mais on en met plein à la santé alors qu'on vous donne des infirmiers. Et c'est eux qu'on retrouve occupant des postes
des responsabilités qui ne correspondent pas à leur profil. Mais changeons ça. Justement, par le comité des usagers, par les COSA. Faites du bruit, au moins ça. Seront entendus. Make noise. Alors, pour ne pas laisser ce directeur être comme un pacha, décider de tout, hein, nous avons des situations dramatiques. Bon, je ne sais pas citer le nom. À Brazzaville, il y avait un hôpital qui était le meilleur en maternité. Ne dites pas le nom pour ceux qui savent. Ah, chut. Il y a eu des changements et des gens qui sont venus sans, comme ça, de manière délibérée, ont augmenté les prix. Plus d'accessibilité, plus d'abordabilité. Donc, du coup, les mamans ne sont plus venues à l'hôpital, elles ont accouché dans les quartiers, elles sont mortes. Les enfants sont morts. L'association des COSA. Oui. Donc, cette approche participative, il faut la saisir. Donc, c'est pour ça qu'on a mis à la direction des organes consultatifs. Il n'y a pas que le comité des usagers. Il y en a d'autres pour les médicaments, hein, et les traitements. Il y en a d'autres pour les gènes, d'autres pour la recherche. On a mis ces comités là, dans ce décret. On les a mis. Maintenant, le comité des usagers, à l'hôpital de référence, voici ses attributions. Donc, donner des avis sur le respect des droits et la situation des usagers, notamment en ce qui concerne la qualité des services, la disponibilité des médicaments et autres produits de santé, la nature des équipements et des moyens de référence, la commodité de prise en charge. Je vous donne un exemple. Une jeune femme a fait une GEU, elle a quitté Madibou. Comme maintenant la route la plus facile c'est par la Corniche, elle arrive donc à l'hôpital qu'on appelle de Mpissa, hein, Bas-Congo. J'ai été surpris, je ne savais pas, comment un hôpital d'un district sanitaire de Brazzaville n'a pas de banque de sang. Il y a manqué de sang. Mais le district sanitaire, mais comment? La population de Bas-Congo, mais comment? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une banque de sang? Il ne faut pas beaucoup. Il faut un frigidaire qu'on appelle banque de sang, un fauteuil. Vous allez au CNTS, ils vous envoient des gens pour former ceux qui prélèvent, et puis il y a des réactifs, et puis on fait le sang. Mais bon sang, ce n'est pas normal. Mais ce sont vos femmes, nos mamans, nos filles qui vont mourir en accouchant d'hémorragie, parce qu'il n'y a pas de sang là-bas. Le palud anémique, c'est ça qui tue les enfants. Il n'y a pas de sang. Non, attendez, il faut que ça soit réglé. Prenez ça à bras le corps, parce que vous devez donner votre avis et agir pour que les produits soient disponibles. Donc, ça c'était l'hôpital de référence. Mais on a aussi mis ce comité des usagers à l'hôpital général départemental. Là aussi, le DG, comme chez nous on aime bien être DG, même le directeur de l'école primaire, on l'appelle DG. Bientôt, on appellera peut-être les papas DG à la maison, ou plutôt les mamans. Mais bref, vous voyez, là aussi, il y a des services et des directions divisionnaires. Mais on n'a pas voulu laisser tout ce monde-là entre eux, entre professionnels. On a mis aussi des organes consultatifs. Ils sont plus nombreux ici. Ici, par exemple, on a institutionnalisé un comité de gestion. Chaque semaine, le directeur se retrouve avec ceux qui gèrent l'argent pour savoir combien d'argent l'État a donné, combien d'argent on a produit en consultation, en opération, en accouchement, et qu'est-ce qu'on fait avec. Ce n'est plus à lui tout seul de décider. Sinon, il va dire quoi? Il va appeler sa cousine qui va devenir opérateur économique.
Il va appeler son oncle qui va se mettre à créer l'entretien des espaces. Il fut un moment donné où un hôpital au Congo dépensait plus d'argent pour entretenir le jardin. Hein? C'était un jardin pour moi. Il fut aussi un moment donné où un hôpital au Congo dépensait plus d'argent pour donner à manger plutôt que pour acheter des médicaments. Parce que la dame qui donnait à manger, il y avait des conflits d'intérêts avec la direction et les autres. Donc, le comité des usagers est là pour veiller à tout ça. Donc, ce sont les mêmes attributions. On a spécifié simplement. Parce que je connais les Congolais, nous on se dispute sur les mots. Nous sommes trop intello. Donc, pour la polémique, nous sommes champions. On a pris ça, je crois, des Français, hein, ils nous ont laissé ça. Hein? Mais on a voulu spécifier. Dans la qualité des services, il y a des enquêtes de satisfaction, le traitement des plaintes. On a voulu le dire, on a voulu rendre ça explicite. Donc, dans les textes, malheureusement, voyez-vous, depuis 2020, on a pris un décret. 2019, la loi. 2020, décret. Et ce décret dit l'organisation, la composition et le fonctionnement des organes consultatifs sont fixés par arrêté du ministre de la Santé et de la Population. Cet arrêté n'a jamais été pris. Donc le mérite vous revient à vous d'être une force de proposition. Alors, quelle pourrait être la composition? Comment ça va fonctionner? Moi, je peux donner que des sources. Moi, je peux dire, j'ai déjà fait un peu ma part. Hein? J'ai introduit ça. Je peux me le féliciter. Pas seulement moi, avec les autres, bien sûr. Mais quelle composition? Il y a des hôpitaux de Brazzaville qui en ont mis en place. Il y a des hôpitaux qui ont mis en place les comités des usagers. Comment ils ont procédé? Alors qu'il n'y a pas de texte, à ma connaissance. Est-ce qu'ils ont coopté par l'approche que je déteste, les PAC? Vous connaissez les PAC? Parents, amis et connaissances. Il n'y a rien de plus nuisible. Est-ce qu'ils ont pris les leaders communautaires? Est-ce qu'ils ont pris des associations des patients? Est-ce que ça existe? Moi, j'étais un ancien migraineux. Quand je suis allé étudier en Europe, j'ai découvert qu'il y avait l'association des migraineux. Ça m'avait fait sourire. Et chez nous, y a-t-il des associations des gens qui ont fait des AVC ou des parents des victimes d'AVC? Y a-t-il des associations des hypertendus? Bon, les diabétiques, ça existe. Il y en a une au moins, je connais. Les insuffisants rénaux, je pense que ça existe aussi. Donc, les ONG comme vous, hein, bon, les délégués du sanitaire, bon, alors, peut-être que... Moi, je me méfie... j'aime bien cette démocratie qu'on appelle participative citoyenne, qui favorise l'initiative et l'engagement de l'homme. Je crois en l'homme. Je me méfie de souvent ce qui est préétabli, où les modes de cooptation sont un peu particuliers. Peut-être qu'il faudrait en faire un comité pas trop prolixe. Peut-être quelques représentants. Il faut définir les modes d'éligibilité, les critères de sélection et les modalités. On peut se servir du modèle de COSA. Il faut y mettre, je pense, le chef de service de l'audit, de la gestion des risques et du marketing. Nos amis français nous diront ce qu'ils en pensent, parce qu'il y a quand même un service qu'on a mis en place aussi pour la qualité des soins, pour l'audit. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Il faut qu'il y ait un représentant des affaires médicales, parce qu'il y a des plaintes, il y a ce sont en fait, on met à leur disposition des techniciens qui peuvent les aider à réfléchir. Tout comme un représentant des infirmiers, des sages-femmes ou des kinésithérapeutes ou des laborantins. Mais ceux-là n'ont pas de voix délibérative. Ce sont des gens qui viennent pour donner des avis, hein, pour que les représentants des usagers
puissent être éclairés et pouvoir prendre des décisions et les proposer à l'administration. Je crois qu'il faut faire des mandats courts, 3 ans, renouvelables. Il faut que ça défile, que chacun apprenne à être responsable. Il ne faut pas qu'on soit là à vie, comme c'est un président de COSA. Je sais que chez nous, il ne faut jamais attaquer ceux qui restent longtemps à un poste. Moi en premier. Bon, comment ça fonctionne? Il faut un bureau administratif avec des facilités de commodité. Il faut qu'on sache que là, c'est le bureau du comité des usagers. Que les patients, leurs parents sachent. Souvent, c'est vers l'accueil, il y a un endroit dans le grand hall où ils ont un bureau. Il faut qu'il y ait des facilités, un ordinateur, une photocopieuse, des bureaux, parce que leur activité est permanente. Avec une réunion mensuelle avec la direction, c'est ce qui est écrit. C'est peut-être un peu trop, mais même s'ils ne se réunissent pas, mais au moins qu'ils échangent. Et il doit avoir un budget de fonctionnement. C'est le budget de l'hôpital. Nous avons dit aux directeurs des hôpitaux, quand ils élaborent leur budget, ils doivent avoir à la direction des lignes pour les organes consultatifs. Mais oui, parce qu'il leur faut l'ordinateur, les photocopieuses, il leur faut du papier, de l'encre. C'est ça. Et moi, je propose, parce que je nous connais, le bénévolat, c'est un luxe pour les pauvres. Les pauvres ne peuvent pas faire du bénévolat. Les pauvres bénévolats, ce sont des faux bénévoles. C'est pour ça que moi, je vous dis clairement, quand je vais dans un centre de santé en tant qu'inspecteur, la première chose que je fais, je dis, dégagez-moi tous les stagiaires qui sont là. Ils sont appelés stagiaires ou vacataires ou prestataires. En fait, c'est eux qui viennent vendre les médicaments, qui viennent arnaquer les malades. L'hôpital n'est pas un endroit où on doit venir arnaquer le malade. OK? Si tu es fini infirmière, va t'installer même à la maison. Au lieu de venir être stagiaire pendant 5-6 ans, on te paye 30 000, 40 000, comment tu vis? Comment? Donc, le bénévolat, c'est un luxe pour les pauvres. Donc, ceux qui veulent s'impliquer, s'engager, il faut au moins qu'il y ait des frais de session. Comme ils ont une réunion institutionnelle mensuelle avec la direction, on peut leur donner un jeton de présence pour cette réunion par rapport au travail qui a été fait, puisqu'ils doivent avoir des objectifs quand même, des critères, des indicateurs de performance eux aussi, sous forme contractuelle. On verra s'ils doivent faire des enquêtes de satisfaction par service, traiter les plaintes, échanger avec les gardes malades, mais faire des médiations. Tout ceci peut être mis dans un cadre de performance. Et quand ils échangent avec la direction, ils ont des frais de session. On peut leur donner 10 000, 20 000 ou 30 000, ils ne sont pas nombreux. C'est déjà ça. Mais à aucun moment donné, il faut les fonctionnariser. Parce qu'après, malheureusement, il y a la paresse professionnelle qui arrive. Il faut qu'il y ait une charte. Il faut qu'on veille que chaque fois qu'on y est, on observe la confidentialité, on gère bien la communication, il n'y a pas de conflit d'intérêts. On n'est pas là parce qu'on veut que sa famille et ses parents maintenant soient soignés gratuitement. C'est pas ça. Alors, le comité des usagers, il n'a pas autant de pouvoir qu'un comité de santé. Comme vous êtes là, je voulais vous rappeler quand même vos attributions. J'espère que je ne vous offense pas. Mais vous savez qu'on vous a donné beaucoup de pouvoir. Beaucoup. Co-gérer toutes les ressources affectées ou générées par le CSI. Approuver le budget. Sélectionner et gérer les relais communautaires. C'est vous. Faites la surveillance épidémiologique à base communautaire. Participez aux activités promotionnelles, préventives et de lutte contre la pauvreté. Assurer la communication. En tout cas, on vous a donné beaucoup de pouvoir. Voici la composition. Les critères de choix qui sont dans le décret.
j'avais été frappé parce que la coopération française avait favorisé, elle aussi, la création des cases communautaires de santé en Côte d'Ivoire. J'étais allé visiter ça dans les années 2000. Et j'avais échangé avec les comités de santé de là-bas. J'étais surpris de voir que dans ces comités de santé, c'était des cadres qui habitaient le quartier, qui le soir se retrouvaient pour gérer l'hôpital de leur communauté. Mais oui, que font les cadres chez nous? Ils vont faire l'agriculture, c'est vrai, la pêche. Je ne veux pas les voir 3 fois par 4 fois à l'église du réveil. Non, 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 non. Je suis désolé, mais la santé, c'est ça. C'est une priorité pour tout le monde. Il faut qu'ils s'investissent. C'est le comptable, l'enseignant, le scientifique, la maman. C'est eux qui doivent être là-dedans. Ne laissez pas ça à ceux qui sont déjà des alignés politiques. Oh bon, je suis désolé, mais moi je suis franc, je suis constant. Ce n'est pas un espace de pouvoir politique au sens politicien. C'est la politique de la santé. En Côte d'Ivoire, j'ai vu des cadres se retrouver le soir et gérer. C'est eux qui ont pris l'initiative de faire venir des spécialistes dans leur quartier. Donc, ils ont des CSI, ils appellent ça case communautaire de santé, et ils s'organisent pour chercher des spécialistes qui vont venir consulter chez eux. Ils sont allés voir les professeurs des universités pour leur dire, chez nous, les femmes accouchent beaucoup, on a beaucoup de décès. Détachez-nous des spécialistes en gynécologie qui doivent venir dans notre quartier. Et tous ceux qui étaient en spécialisation en 3e, 4e année avaient des jours de consultation là-bas chez eux. Mais c'est eux qui ont pris l'initiative. Bon. Le bureau du COSA, alors je veux conclure quand même, parce que je suis malheureusement, enfin heureusement enseignant, et quand on me donne le micro, souvent on exagère. Pour conclure, je dirais que le comité des usagers, c'est un organe essentiel de la gouvernance participative dans les hôpitaux de district et des départements, que le livrable pour moi, à la fin de l'atelier, serait que vous puissiez me déposer à la table du ministre, me donnant une copie, un projet d'arrêté, que vous proposiez comment ça doit être organisé, comment ça doit être composé, comment ça doit fonctionner, et que, à la fin, vous puissiez agir en tant qu'observatoire des droits des consommateurs pour la mise en place et le fonctionnement de ce comité des usagers. J'ai dit et je vous remercie. Nkasukulu, Abou.